Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour NXT, le NXT du 4 mai 2021. Je suis accompagné pour analyser ce NXT historique par l'inépuisable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside, mais ça va bien et toi? Mais ça va, ça va. Bon bah tu sais, on est toujours au même endroit là, au Wrestling Capital Center pour NXT. Tout à fait. Mais avant de démarrer, on va peut-être vous annoncer qu'on a plein de choses en ligne, notamment un You Talk Too Much avec notre ami Géliel. Allez écoutez ça, c'est tonton Chris qui s'en occupe. Ça va parler old school wrestling, hein, je pense en priorité. J'ai pas encore eu le temps d'écouter. Mais allez-y, c'est en ligne. Puis on a aussi la review de Monday Nitro qui est là. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est à écouter aussi. Et puis, si vous nous découvrez pour la première fois sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous vous abonnez, vous cliquez la petite cloche. Tout ça, c'est gratos. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Eh oui, c'est nous qui offrons. On régale. Alors, retour à ce NXT historique du 4 mai, toujours au Capitol Wrestling Center. Va y avoir du lourd ce soir. On a un Falls Count Anywhere. On a un Street Fight pour les titres par équipe féminin. Le retour de Finn Balor. Donc c'est du lourd cette semaine. Et on commence par une rivalité de longue haleine qui nous a tous passionnés. L'affrontement ultime, le règlement de compte ultime entre Isaiah Swerve Scott et l'ami Leon Ruff dans un Falls Count Anywhere match. Donc ça va se foutre sur la gueule un peu partout dans l'arena, principalement dans les coulisses, mais ça c'est pendant la pub, donc on verra pas trop. Alors évidemment Léon Ruff, le petit Léon Ruff, il saute partout. On vous rappelle que ça fait un bon moment qu'ils se chamaillent, les deux là. Généralement c'est Isaiah Swerve Scott qui gagne les matchs, mais il faut quand même qu'il gagne encore une ultime fois ce soir. Donc Léon Ruff il saute partout. Il y a des gros spots, un gros superplex là depuis le coin du ring notamment à un moment donné. Et puis à la fin, Léon Ruff il va monter dans le décor assez haut comme ça au-dessus du public, parce qu'on va aller s'exporter dans le public quand même un petit peu. Il a réussi à prendre l'avantage sur Isaiah Swerve Scott et il va se jeter pour un bond impressionnant depuis le haut du décor, mais il va pas se jeter sur Isaiah Swerve Scott, il va se jeter sur un mec qui passait par là, AJ Francis, un gros sac, il est là, il s'appelle AJ Francis, il vient du Performance Center, Léon Ruff lui saute dessus, AJ l'attrape, il lui fait un Fireman's Carry là, sur la barrière d'insécurité. Ça fait très mal. Isaiah Swerve Scott va en profiter, il ramasse Léon Ruff, le met dans le ring, il lui fait son finisher, et c'est la victoire d'Isaiah Swerve Scott. Donc, on en apprend un peu plus sur toute cette histoire. AJ Francis est en fait un bon ami d'Isaiah Swerve Scott, il fait partie de son clan. Il a 2-3 personnes avec lui, un entourage un petit peu, Isaiah Swerve Scott, parce qu'il bosse dans la musique, c'est un ingénieur son. Et il y a une petite séquence où on les voit dans les vestiaires, ils s'en vont pour aller au parking. Et Isaiah Swerve Scott nous dit « Je vous avais dit que je battrais Léon Ruff, je l'ai fait ce soir, il n'y a pas de souci. » Voilà, il y a un nouveau clan qui se forme, l'apparition d'un nouveau catcheur inattendu, ce AJ Francis là, et la défaite de Léon Ruff. Alors, on n'a pas été gentil jusqu'ici avec cette rivalité entre Léon Ruff et Isaiah Scott. Est-ce que tu fais machine arrière? Est-ce qu'ils t'ont convaincu cette semaine, mon bon papy? Ah, c'est une bonne question, mon ami Ringside, parce qu'effectivement, je me suis dit, en regardant ce match, c'est le premier match de la soirée, c'est le moment où je suis encore à peu près concentré sur ce qui se passe à l'écran, donc s'ils veulent me convaincre, c'est maintenant. En plus, un Falls Count Anywhere et tout, là, il y a quand même moyen que ça soit sympa. Attention les yeux. Ah non, pas convaincu. Non, bah non. Je suis désolé. L'autre crevette là qui manque de suer à chaque coup. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait.
voilà, il est suicidaire ce garçon. Bon, manifestement en plus il est pas bon parce qu'il se rate à chaque fois. Mais voilà, et puis j'ai pas accroché en fait. Et je me suis vraiment dit allez, je me concentre et tout, c'est leur chance de montrer ce qu'ils valent et tout. Mais non, j'y arrive vraiment pas, ils m'intéressent pas du tout. Et le clan, enfin oui d'ailleurs, je reviens sur ce que tu as dit, ils font une page de pub et ils reviennent de la pub en disant il s'est passé plein de trucs mais vous l'avez pas vu. Oh bah, super. Bah, ça pour vous dire ça les gars, vous pouvez continuer. Ça c'est super passionnant. Hein. Attention, 3 heures avant le show, ils ont fait une super prise, hein, mais bon, c'est pas grave, on l'a pas montré. Ouais, bah tant pis. Si c'est pour pas le montrer, ça sert à rien. On sait que vous avez rien foutu pendant la pub, cette feignasse, donc ça sert à rien de vous raconter des conneries. Mais bon. Et puis voilà, puis à la fin, il gagne. Le mec, attends, il affronte Léon Ruff qui fait qui fait 10 kilos tout mouillé, que même ma grand-mère pourrait le taper. Et le mec, il a besoin d'un clan pour le battre, quoi. Donc voilà, ça place le niveau de Swerve Scott. Après, à noter quand même, une petite notée que peut-être que ce clan-là, s'il se débarrasse vite fait de sa rivalité avec Léon Ruff, ça pourrait peut-être devenir intéressant. Mais pas dans ce cadre de ce match-là. Là, il faudra vraiment qu'il fasse plus qu'affronter des crevettes à 4 contre 1. Ouais, c'est ça, exactement. Hein. Je veux dire, il faut un clan maintenant pour battre Leon Ruff. Bravo Isaiah Scott. Voilà, un petit peu intrigué sur l'arrivée de ce nouveau Jay Francis là. Donc lui, c'est un gars du Performance Center. Hein. Il n'y a pas vraiment de carrière précédemment à tout ça. Mais ouais, comme tu dis, on a beau faire le plus d'efforts possible avec toute la volonté du monde, on peut pas s'intéresser à cette rivalité. Alors par contre, ils se sont vraiment battus dans les vestiaires pendant la pub. Hein. Moi, j'avais le picture dans le picture. Ah mince. Bon, j'aurais dit alors. Voilà, mais ce qui est encore plus nul, quoi, parce que ça sert à rien de faire les gros spots pendant la pub, quoi. Bref. C'est pas encore. Ah, il y a aussi Isaiah Scott qui perd sa protection dentaire quand il parle à la caméra, là. Je sais pas si ça fleurait bon l'amateurisme, quoi. Déjà, il prend la caméra à partie pendant le match, là, et puis évidemment, il perd son dentier pendant le. Quel boulet. Quel boulet. Ouais. Bon, bah, on espère qu'on a terminé avec toute cette histoire, et puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Léon Ruff derrière. Mais je pense quand même que ça servait trop à rien de le mettre autant à l'antenne. Hein. Retour au vestiaire. On est avec le patron des patrons, ce bon vieux William Regal. Il reçoit Scarlett dans son bureau, hein, comme on le ferait tous si on était un peu le general manager de NXT. Et là, par contre, évidemment, il y a Johnny Gargano qui débarque avec Austin Theory. Austin Theory qui a l'air fasciné par Scarlett. Il se demande même si c'est des vrais ou si c'est des faux. Parce qu'ils sont énormes quand même. Les ongles de Scarlett. Mais oui, petit blagueur. Eh oui, l'humour, toujours l'humour. Bon, bah ils arrivent à rien. Gargano, Regal leur dit il faut repasser un peu plus tard, hein, les amis. Mais on verra que ça aura des répercussions plus tard. Hein. Souvenez-vous bien de tout ce que je viens de vous dire. C'est très important. C'est très important. Il y aura un gros rebondissement par la suite. Pour l'instant, on a Cameron Grimes dans le dans le ring. Ring. Il affronte Usher L. Alors, en plus, son nom il est difficile à prononcer. Alors, c'est un combat qui va durer quand même un peu trop longtemps. Usher L, il ressemble à rien. Mais il a quand même pas mal d'offenses. Mais il se fait quand même battre par Cameron Grimes, qui aura été dominé quand même un peu une grosse partie du match. Avec son finisher, là, le Kevin, là où il saute Kevin. Cave In. Ah, pas Kevin. Ah oui, Kevin, n'importe quoi. Donc, où il écrase son adversaire comme un stomp, là. Oui. C'est un peu la manière de Kofi Kingston. Ouais, Kofi Kingston, il fait ça un petit peu aussi. Donc voilà, victoire de Cameron Grimes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, il y a un segment avec Cameron Grimes où il va en boîte de nuit. Il va au salon VIP. D'abord, il se fait interpeller par nos amis de Everrise qui lui disent « Ah, salut, ça va, Cameron, t'as gagné ton match et tout, on va faire fêter ça entre amis et tout. » Cameron Grimes, il dit « Ouais, je vais aller au salon VIP avec moi et puis moi-même. » Donc, il les laisse en plan. Il va à sa discothèque, il veut rentrer, mais on lui apprend qu'il n'y a pas de salon VIP ce soir.
toute la discothèque est réservée pour une personne, et cette personne, évidemment, elle débarque en limousine, et c'est nul autre que Ted DiBiase, le millionnaire du ring, qui nous explique qu'il a acheté la boîte, et que tout le monde a un prix pour le $1 Million Man. Il s'est encore fait attraper, Cameron Grimes. J'ajouterais juste que le catcheur qui affronte Cameron Grimes ce soir, Asher Hale, dans le circuit indépendant, on le connaissait sous le nom de Anthony Henry. C'est un ancien catcheur de la Evolve et de la Full Impact Pro, où il avait été champion, je crois, à la Full Impact Pro. Il avait gagné son titre face à Austin Theory. D'après des renseignements, je crois que j'avais déjà vu catcher à la Evolve, mais que je n'avais pas trop relevé. Il ressemble à rien, et puis ils ont un peu le même couleur de slip avec Cameron Grimes. Donc c'était pas très emballant pour moi tout ça. Peut-être que toi ça t'a plus plu, je ne sais pas. Peut-être que tu as bien aimé ce Asher Hale. Non, pas spécialement. C'est un jobber qu'on a un peu trop vu, quoi. Moi, j'aime pas quand un jobber a des offenses. Je fais partie des vieilles écoles où je me dis un jobber doit jobber. Et donc, il prend sa branlée. Et puis, bah, un jour, s'il a une chance, pourquoi pas. Mais là, tant qu'il est en mode anonyme, moi, tu vois, j'ai pas retenu ni son nom, ni à peu près sa tronche. Si je crois qu'il a les cheveux décolorés. Par ça, j'ai rien retenu lui, tu vois. Et c'est pas le but, quoi, que je retienne des choses de lui. Et puis sinon, non, Grimes, moi je suis pas passionné par ce personnage-là depuis le début. Je trouve qu'il parle trop en fait. Pour revenir au but de NXT, ce qui est de préparer des gens pour le main roster, bah lui, il fait un peu comme le mec qui est en rivalité là, Dexter Lumis pendant longtemps. C'est qu'il t'as l'impression qu'il fait que travailler son personnage, non-stop, non-stop, non-stop. Donc là maintenant, il est en mode millionnaire, en rivalité avec Ted DiBiase. Enfin, faut pas que ça traîne, quoi. Si c'est pour rien en faire derrière, c'est du temps de prix pour rien. Ouais. Mais je me demande si c'est pas pour faire bosser les équipes techniques de NXT. C'est peut-être aussi des rookies, ceux qui font les segments vidéo. Ah. Les petites scénettes. Alors peut-être qu'ils en profitent pour se faire la main avec les petites scénettes sur Cameron Grimes. Et que lui, il est là juste parce qu'ils ont besoin d'un sujet, quoi, à traiter. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire de Cameron Grimes. Je le vois mal monter dans le main roster. Bah, il est pas si petit que ça. Je pensais petit, mais en fait, à chaque fois que je le vois contre un catcheur, il est plus grand. Donc, finalement, il doit avoir un physique assez intéressant. C'est juste qu'il se tient, là, comme une feignasse, là. Il faut qu'il en montre plus, mais ouais, pourquoi pas si les équipes techniques, mais au moins qu'ils fassent des segments drôles, quoi. Là, franchement, ça durait 3 plombes, mal filmé, avec le mec, oh, comment ça, je veux pas rentrer dans le club, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en plus, la ficelle, elle est méga grosse, quoi, parce que tu sais qu'il est en mini-feud avec, Ted DiBiase, donc, enfin, c'est ni drôle, ni bien fait, donc, Ouais. Ça s'enlise, ça patine pour ce début d'émission de NXT. Est-ce que les tag teams vont sauver les meubles puisqu'on a les Grizzled Youngs Veterans qui sont dans le ring. Ce soir, ils vont affronter Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Ils nous font un petit sketch en début enfin avant le match, hein, où ils nous disent que que tout le monde a intérêt à garder ses chaussures, sinon ils s'en vont et ils retournent en Angleterre. Et donc après, on a un match qui oppose les Anglais donc à Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Ça se fout sur la gueule assez violemment jusqu'à ce que dans le chaos général, je crois que il y a une chaussure qui est jetée dans le ring qui est utilisée par Timothy Thatcher, je crois, oui. pour la foutre dans la gueule de Zach Gibson, et puis après il le place en soumission avec un armbar. Gibson est obligé d'abandonner. Et c'est la victoire de Thatcher et Ciampa. Alors je sais que t'aimes bien Timothy Thatcher. Je suppose que t'as trop rien contre Ciampa. Est-ce que ce match t'a plu? Ouais, le match en lui-même plutôt plu. La promo d'avant là sur les chaussures, on en a déjà parlé la semaine dernière. Là, ils essaient de faire prendre une gimmick importée, donc moi ça me plaît pas trop. J'aime bien qu'on me convainque par les faits, non pas par en racontant ce qu'on a fait il y a 107 ans à 10 000 kilomètres. Mais si le match c'est sympa, ouais, la chaussure, j'ai l'impression qu'en fait l'histoire, alors ils ont dû nous l'expliquer 4 fois parce que c'était pas forcément bien joué, que en fait à un moment il y a Ciampa, je crois, qui est projeté au-dessus de la table, et à ce moment-là il récupère la chaussure de Barrett
qui va donner ensuite à Timothy Thatcher pour qu'il frappe l'autre Gibson avec. Voilà. Ça fait bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, quand les Grizzly Youth vétérans ont dit on va peut-être se casser, bah je me suis dit bah oui, Oui. allez-y les gars, Donc ça. c'est peut-être la bonne idée en fait. Faut peut-être vous casser. Je sais pas si on le faire. Ce serait peut-être une bonne idée finalement, parce qu'il y a de la tag team à NXT et je suis pas, pour l'instant, je ne les vois pas trouver leur place, Ouais. parce qu'ils sont un style un peu stiff, mais du coup, bah avec Ciampa et Thatcher qui débarquent, bah je suis plus sûr que les Green vétérans y arrivent. Bon après voilà, ils ont le temps aussi, hein. C'est NXT, c'est là pour apprendre, mais voilà, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas une occasion pour les renvoyer en Angleterre, vu que pour l'instant, ils trouvent pas forcément leur place. Ouais, ce serait peut-être une bonne idée. Comme tu dis, hein, il y a de quoi faire à NXT. Voilà, moi je vois pas. Comme j'ai déjà dit, hein, je leur vois pas beaucoup d'avenir aux Grizzlies Young Veterans malgré leur talent. Genre la barre elle est assez haute hein, quand même à la WWE, donc je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Mais ouais, bah j'espère qu'on va pas y revenir 150 fois cette histoire de chaussures parce que ça n'a aucun intérêt. En tout cas, une victoire pour la team Thatcher Ciampa en route vers les sommets, je pense. Oui, ils vont bien avoir un shot au NXT Tag Team quand même. C'est ça devrait plus tarder maintenant. C'est vrai qu'il y a du monde hein, en tag team, on en reparlera un peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure du champion. Ah ah. Karrion Kross est là. Il est sur le ring avec Scarlett. Alors tout de suite, il lance un défi à Austin Theory. Il dit on va s'affronter la semaine prochaine parce que il faut pas toucher à Scarlett. Hein, Il a raison. Ça va pas la tête ou quoi. Mais il est interrompu par Kyle O'Reilly qui débarque et qui vient dire écoute, moi j'ai pas peur de toi. Donc je viens de te le dire en face, il n'y a pas de souci, mais il est interrompu par Pete Dunne qui débarque et qui nous rappelle qu'il est le baddest man in NXT. Et puis il défie les gens, hein, prouvez-le que j'ai tort, hein, si vous n'êtes pas content. Mais il est aussi interrompu par le grand retour de Finn Balor. Et là on se retrouve avec tout le monde dans le ring et ça dégénère assez vite, tout le monde se castagne. Karrion Kross réussit à évacuer le ring de tout le monde. Tranquillos, Finn Balor lâche pas l'affaire, il revient à l'attaque, mais il se fait quand même repousser. Karrion Kross est un peu dominateur hein, sur ce coup-là, jusqu'à ce que arrive par derrière Gargano et Theory pour venir attaquer Karrion Kross. Alors c'est d'abord Theory qui passe à l'action, mais il se fait contrer, mais Gargano en profite, un super king dans la gueule de Karrion Kross. Il va même utiliser sa ceinture de champion nord-américain. Et ça se termine par un double super kick dans la face de Karrion Kross qui est quand même qui s'est vaillamment défendu. Et on retrouvera un peu plus tard Gargano et Theory sur le parking en train de prendre la fuite parce qu'ils savent quand même que ils risquent des répercussions de la part de Karrion Kross. Mais ils sont assez contents d'eux. Ils ont marqué le coup pour le coup. Voilà, donc ça, il y a du monde hein, pour venir affronter Karrion Kross et apparemment on part vers une rivalité avec Austin Theory et Gargano, c'est assez surprenant. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon? Un champion versus champion peut-être qui se profile à l'horizon. Ouais, unification des ceintures pour Karrion Kross. Peut-être. J'ai trouvé. Alors, j'ai eu des bons et des mauvais côtés dans ce truc-là. Le bon côté, j'ai trouvé que Karrion Kross était impeccable dans son personnage. En mode mec au-dessus de tout. J'avais déjà fait la comparaison avec le Taker moi lors du dernier Takeover et je l'ai retrouvé un petit peu là-dedans. Alors bien sûr c'est pas le même niveau encore hein, mais genre dans le terme dans la façon où il se positionne vraiment au-dessus de tout le monde, que c'est le mec qui se relève tout le temps et t'as besoin d'être à 15 contre lui pour pouvoir enfin le mettre KO. Et même quand il est KO, tu te barres en courant parce que tu te dis il va pas assez longtemps KO quoi. Et je trouve vraiment, enfin moi vraiment là c'est un truc qu'ils arrivent vraiment bien à faire avec lui. Il faut surtout pas qu'il lâche l'affaire là, qu'il le mette vraiment au-dessus, qu'il continue de le garder au-dessus de la mêlée. Mais là il y a du truc là, il y a du potentiel sur cette histoire là. Après les autres, alors Kyle O'Reilly qui arrive avec sa musique pompée sur les Daft Punk là. Je trouvais que c'était assez logique parce que pour moi, comme je l'avais dit les semaines d'avant, c'est le mec qui doit s'imposer comme le babyface de NXT.
Donc il faut qu'il commence à se montrer dans le main event. Par contre, après Baylor, enfin surtout Pete Dunne, en fait c'est Pete Dunne qui m'avait dérangé le plus parce que je comprends pas encore trop ce qu'il fait là, ce gars-là. Baylor, Pete Dunne et O'Reilly ensemble, ça m'a rappelé le fait qu'ils se battaient tout le temps pour le titre à 3 là, que j'ai trouvé super convaincant parce que ils faisaient des bons matchs, mais en même temps ils racontaient pas d'histoire. C'est juste je te pète la gueule, je te pète la gueule, je te pète la gueule, tu me pètes la gueule. Et les voir revenir tous les trois là, ça m'a un petit poil dérangé. J'aimerais bien qu'ils tentent autre chose, quoi. Alors, soit ils se cassent d'Alexis, soit ils tentent de nouvelles histoires. Mais Pete Dunne, du coup, je le sens un peu perdu dans cette affaire-là. Et puis voilà, donc, et puis à voir ce que vont donner Theory et Gargano. Sur les segments, je reviendrai peut-être à la fin, mais sur les segments de The Way, j'ai quand même un sentiment qu'ils essaient toujours de mettre en avant les vieux, le couple de Gargano. Et c'est pas forcément ça qui pour moi sautent le plus aux yeux. On en reparlera dans le main event, mais faudrait pas qu'il se trompe de personne à pusher le gars dans cette affaire. C'est ça. Ouais, on en reparlera effectivement. Je suis assez d'accord. Ouais, je te rejoins aussi sur le Pete Dunne. On sait pas trop qu'est-ce qu'il vient foutre là. Et puis surtout, ils se prennent après, que ce soit Finn Balor, O'Reilly ou Pete Dunne, ils se prennent quand même la fessée là, par Karrion Kross, qui s'en débarrasse assez facilement. Yes. Finalement, le plus impressionnant dans l'histoire, c'est effectivement Karrion Kross et quelque part Austin Theory. Moi, j'ai envie de voir un Kross Theory, mais bon, en théorie, il est coincé dans son histoire avec The Way. Et je pense qu'on va avoir donc une première étape. Karrion Kross bat Theory, et puis on aura un Gargano Karrion Kross, je suppose, à un takeover ou un truc comme ça. Mais alors, quid de Finn Balor? Je ne sais pas. Bah, on se fera un freeway avec les deux autres cons pour savoir qui va affronter Karrion Kross. Mais bon, bon après c'est quand même toujours bien d'avoir plein de monde comme ça et des trucs qui se croisent, mais c'est dommage que ce soit des gens qui soient en bout de course à NXT, quoi. Effectivement, Pete Dunne, il a plus rien à faire là, Finn Balor non plus. C'était l'occasion de les faire monter. Et Kyle O'Reilly, c'est sa chance, mais pour le coup, ça va être difficile de s'imposer face à Karrion Kross qui sont en train de construire quand même comme le méga mec dominateur. Bon, en tout cas, on devrait avoir une paire de bons matchs quand même, avec tous ces talents-là. Ouais, je pense qu'on va se sortir comme ça. Ouais. Et j'espère qu'ils en profiteront pour bosser Austin Theory, parce qu'il faut pas qu'il lâche. Theory, il y a quand même du potentiel de fou avec celui-là. Bah, il vole l'écran à chaque fois, que ce soit en comédie ou que ce soit en catch. Hein. Franchement, ouais, il est plus drôle que Gargano. Et même plus impressionnant maintenant, hein, finalement, au niveau catch. Au niveau physique, donc faut rester là-dessus. Puis Karrion Kross aussi, il faut qu'on continue à le travailler. Alors, il reçoit beaucoup de critiques un peu partout des fans, la Karrion Kross, parce qu'il a pas un catch. Même moi, j'étais perplexe aussi au début sur ses capacités dans le ring. Mais en fait, c'est un mec qui s'économise, quoi. Il a pas besoin d'en faire des tonnes dans le ring pour être impressionnant. Il a pas besoin de faire de la technique. Il a juste besoin d'être une grosse brute. Bah, autant qu'il continue comme ça, il nous montrera des grosses performances quand ce sera l'heure de faire des grosses perfs, quoi. C'est plus logique que de faire des énormes matchs dans les weekly d'NXT. Hein. Ça sert pas à grand chose si tu veux monter ta carrière. Tout à fait. Alors, retour aux filles, parce qu'on aime bien la parité à la WWE. Mais nous aussi à Catch Up. Et nous aussi à Catch Up, hein, effectivement. Dès qu'on peut mettre une fille à l'antenne, on le fait. Comme on l'a montré à plusieurs reprises. Alors, c'est donc la nouvelle venue Sarei, qui vient du Japon, qui affronte Zedar et Ramier, qu'on avait vu la semaine dernière et qui avait eu une victoire surprise sur Toni Storm. Souvenez-vous. Et ben ce soir, elle se fait battre par Sarei, qui bravo, super ce nom là aussi, on va s'amuser. Donc la japonaise Sarai, la japonaise, elle déroule son petit catch avec notamment un joli petit dropkick là, ras du sol dans les cordes là, assez impressionnant. Bon, elle fait que gueuler, hein, elle est c'est un peu tout ce que j'essaie dans le Joshi, hein, Sarai là. Mais en tout cas, après, dans les vestiaires, après sa victoire, il y a Toni Storm qui veut venir casser la gueule à la petite Zaida, mais
Elle est stoppée net par ta copine, comment elle s'appelle? Tony Storm. Non, l'autre que t'aimes Ah bien. oui, merde. Ah putain, j'ai oublié son nom du coup. Machin, Zaida, Stark. Stark. Zoé Stark, voilà. J'ai du mal avec toutes ces filles, moi. Alors, Zoé Stark empêche Tony Storm de venir taper la gueule de Zaida. Sarah, elle serre la main de Zaida, elle dit félicitations. Et après, on a une promo de Tony Storm qui nous dit qu'elle en a pas fini avec Zoé Stark, qu'elle va lui casser la gueule. Plutôt convaincante, je trouve, dans sa promo. Donc ça, à voir pour la suite ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu penses de la japonaise et qu'est-ce que tu penses de cette... Je sais que t'aimes pas trop Tony Storm, sous cette rivalité-là. Alors, ce que je disais la semaine dernière se confirme, j'aime pas trop Tony Storm. Mais par contre, je trouve que le fait qu'il se décide enfin à l'utiliser, enfin nous montrer qu'elle est heal, et pas juste nous la foutre en main event, moi elle m'intéresse plus du coup. Je lui pardonne en fait. Ça fonctionne bien, ce petit truc-là. Voilà, moi cette petite rivalité fonctionne bien. J'ai envie de les voir se battre. Là pour le coup, moi je suis plutôt. On parlait là du segment d'ouverture où les deux gars n'avaient pas réussi à me convaincre de m'intéresser à eux. Là pour le coup, petit à petit, elle est en train de pas de me conquérir, mais en tout cas de moins éveiller mon intérêt. Donc Tony Storm, j'ai pas de souci, j'ai plus de soucis avec elle du coup. Maintenant, je trouve qu'elle est bien positionnée. Et Sarai, elle fait un peu ce que font toutes les japonaises quand elles arrivent à NXT, quoi. Elle se fait une petite série de victoires. Sa différence, c'est qu'elle a un finish un peu plus sympa avec c'est quoi, la Saido Suplex là, un peu comme justement comme Karen Cross, qui est plutôt spectaculaire, je trouve, surtout avec des petits gabarits là, comme des filles, ça vole super bien. On attendra de voir. Après, c'est assez compliqué parce que à force de faire ça à chaque fois, dès qu'il y a une japonaise qui arrive, de la faire invincible pendant des semaines, ça finit par lasser. Donc j'espère qu'on peut peut-être trouver quelque chose d'original avec elle. Mais bon, pour l'instant, elle arrive, on va lui laisser le temps de débuter. Voilà, soyons gentils avec elle. Donc voilà, elle vient du Japon. Elle s'est déjà fait une petite renommée. Alors elle bossait pas à la Stardom, elle bossait dans d'autres fédérations où elle était championne. On verra bien ce que ça donne. Comme je dis, moi, c'est juste qu'elle braille tout le temps là. On dirait Chantal Goya. Alors pas non plus un physique très impressionnant, mais bon, elle a de la technique. Voilà, comme les Japonaises savent le faire. Ils savent, de toute façon, ils savent gérer les femmes à NXT. Hein. Ça, je pense que c'est assez clair. Donc je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire pour elle. Elle risque de nous donner quelques bons matchs quand même. Hein. Mais oui, ça va aller. Ça, si c'est bien un truc qu'ils maîtrisent. C'est les filles. Allez, dans les vestiaires, on va aller avec Imperium, qui ont une petite réunion via Skype ou Zoom, là, je ne sais pas trop. C'est Walter qui donne des ordres en allemand. Donc, on a compris qu'apparemment, il n'y a pas de place pour l'incompétence dans les clans de Imperium. Tout le monde acquiesce. Et puis après, il y a Alexander Wolf qui s'en va et ils ont l'air un petit peu perplexes quand même. Et je crois qu'il n'y a pas de match en fait avec Imperium. Non, c'est la semaine prochaine, hein, il y aura un match. Hein. Ouais, ok. Tout ça la semaine prochaine. Ils affrontent qui? Ça sera Wolf qui va affronter Killian Dane. Ah d'accord. Bon ça va. Parce que je pense que c'est ça un peu l'histoire qu'il nous raconte, c'est que même si Voltaire essaie de garder la main, t'as Volt qui ric-rac vis-à-vis de Dane, son ancien copain de Vanity. C'est ça. Alors, où est-ce que ça va aller? Ça est-ce qu'on va avoir une défection de Wolf pour aller en équipe avec Dane de nouveau? Peut-être. Et du coup, Sanity avec le petit Maverick à la place d'Eric Young. peut-être. Et du coup, ce qui motiverait Volter à débarquer aux États-Unis en disant: "Oh là là, je vais régler mes affaires." C'est ça. Et après un match Wolf Walter, Killian Dane Walter, ça peut faire des belles affiches tout ça. C'est du beau monde. Ça peut se raconter comme histoire. Ça peut se raconter, on verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est une séquence entièrement en allemand. Ouais, j'aime bien. J'aime quand on nous insulte en allemand.
C'est ça. Un peu à l'international, hein, NXT finalement. Des Japonaises, des Espagnols, des Mexicains, des Allemands. Ça n'en finit pas. LA Knight. Hein, on l'aime bien, LA Knight. Il est sympa. Il est sympa, il débarque, il prend le micro, il dit qu'il est super et qu'il va tellement mettre la pâtée à Atlas, et lui enfoncer quelque chose là où il faut pas, que Jack Atlas aura besoin d'Atlas pour retrouver sa dignité ou quelque chose comme ça. Jolie petite promo au micro là de LA Knight. Et il affronte donc ce soir Jack Atlas, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui est plutôt un abonné de 205 Live. Jack Atlas qui a beau faire ce qu'il peut, il se fait quand même battre par LA Knight avec son finisher. Voilà, un petit match d'exhibition, hein, comme on dit, pour LA Knight. Oui, sans plus, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon, non, voilà, effectivement, faut bien qu'il se prenne 2-3 petites victoires quand même, ce garçon, vu qu'il vient d'arriver. C'est ça. Ouais, il a une petite réputation à se construire là, donc malheureusement, c'est pas une réussite pour Jack Atlas, mais c'est comme ça. Il n'est pas là depuis très longtemps non plus, hein, Jack Atlas, donc on verra bien. Il n'a pas l'air de trop inspirer les créatifs, hein, Jack Atlas. Non, non, je pense pas. Voilà. Allez, c'est déjà le main event? Non. Ah oui, on est dans les vestiaires avec Candice LeRae et Indy Hartwell. Elles sont là pour se motiver et on voit, elles sont dans leur vestiaire et que Candice LeRae fait tout pour éloigner Dexter Lumis de Indy Hartwell. Elle cache une peinture qu'a fait Dexter. On voit Dexter qui est caché derrière une porte avec une fleur, un bouquet de fleurs à la main. Elle tire les rideaux. Et comme ça, Indy Hartwell ne peut pas la voir. Ouais, elle essaie de la garder focus. Voilà, hein, et c'est très important. Souvenez-vous-en pour la suite de l'émission. C'est toujours un petit peu les feux de l'amour. Hein. Dans The Way, on vous rappelle que Dexter Lumis est amoureux d'Indy Hartwell, qui est amoureuse de Dexter Lumis. Mais les gars de The Way, hein, ne veulent pas que cette idylle prenne place. Dans le ring, revenons aux choses sérieuses. La Legado del Fantasma. Ah oui. 3 amis mexicains. Voilà, un clan qui en jette. Avec Santos Escobar au micro. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme, hein, nous dit-il. Il va nous l'expliquer. À côté de ça, il y a son équipe qui veut récupérer les titres tag team, donc il lance un défi aux champions actuels, les MSK, les Miskin. Ça, on va y avoir droit bientôt, et on a Escobar qui nous dit là, voilà, qu'est-ce que c'est la valeur d'un homme. Alors, je sais plus, il cite 5 trucs, mais j'ai oublié ce que c'était. Et il y a Kushida sur le Titantron qui apparaît et qui dit la semaine prochaine, moi et toi, parce qu'il est un peu mal élevé, Kushida, il dit moi et toi, on s'affronte pour le titre Cruiserweight. On va régler nos comptes. Donc bientôt, Kushida contre Santos Escobar numéro 2, et puis aussi sûrement un match Meskin contre Legado del Fantasma. De belles affiches en perspective. Moi, je les ai trouvés très très bons dans le ring là, dans leur promo Legado del Fantasma. Je sais pas si ça t'a plu aussi. Ouais, c'est sympa. Alors, à part, alors j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle le troisième? Raúl Mendoza. Raúl Garcia. Non. Mendoza, non? Mendoza, pardon. Je confonds avec les footballeurs. Désolé. Raúl Mendoza qui baragouine un espagnol anglais assez complicado là. On sent que c'est pas que c'est le moins à l'aise avec la langue de Shakespeare. Ouais. Oui, I will ta part tout état attention. C'était complicado, hein. Mais bon, ouais, c'est bon. Là, franchement, on est dans la pure lignée. C'est typiquement une rivalité qui fonctionne bien en fait ce truc-là. C'est la semaine dernière on a eu un gros match avec une victoire des Heels. Cette semaine il défie les Faces acceptent. Il va avoir un match pour les ceintures cette fois-ci. Là c'est du méga classique. Ça fonctionne bien parce que globalement les 6 intervenants la semaine dernière ont fait un gros match. Donc du coup cette semaine les Heels ils ont tout beau jeu à défier les Faces pour leur ceinture et ça marche. C'est du classique qui marche nickel en fait parce que tout le monde est bien à sa place et c'est parfait quand c'est comme ça. Exactement. Ouais, là tout ça, c'est des persos qui sont bien traités. Et puis, ils ont déjà fait des étincelles dans les matchs, là, sans que forcément on s'y attende.
Donc du coup, on est bien hypé. Moi, je suis assez chaud pour MSK Legado del Fantasma là. Ça risque d'être un gros match. Et Kushida Escobar, je pense que ça va tenir toutes ses promesses aussi. Et c'est très bien, en fait, plus pour Miskin et Kushida, qui sont des nouveaux champions et ils ont besoin justement d'installer leur personnage, d'installer leur règne et donc avoir des heals comme ça très méchants et très imposés en tant que heal. Je pense que c'est pile poil ce qu'il leur faut pour commencer leur histoire à ces gars-là. Ouais, une bonne grosse rivalité là, bien construite pour démarrer, classique. Là, on va bien poser les personnages. Et puis bon, derrière, il y a du talent dans le ring, donc ça devrait faire mouche. Yep. C'est le bon moment de l'émission. On continue avec la championne Raquel Gonzalez en vidéo, enfin en interview vidéo séparée. Elles sont pas au même endroit, hein. C'est par écran séparé avec sa challenger Mercedes Martinez. Martinez qui explique que voilà, c'est une vétéran. On parle beaucoup de son parcours et tout ça, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle a un peu pavé le chemin, comme on dit, pour Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Mercedes Martinez avant elle pour faire tout le boulot à sa place, le sale boulot. Raquel Gonzalez lui explique que c'est pas tout à fait ça, hein, ok. Elle a une carrière intéressante, Mercedes Martinez, mais elle, en un an, Raquel Gonzalez, elle a déjà fait beaucoup plus que dans toute sa carrière, Martinez. Et que là, quand elles vont s'affronter, elle va lui démontrer que c'est elle qui a le plus de talent. Mais en tout cas, elle explique que voilà, Mercedes Martinez est la première challenger, mais ce sera pas la dernière, pardon. Je sais pas si on dit challenger ou challengeuse, ça se dit challengeuse? Ah, j'en dis challengeuse, ouais. Challengeuse, ok. Donc Mercedes Martinez est la première challengeuse, mais ce ne sera sûrement pas la dernière, donc elle n'est pas du tout impressionnée, Raquel Gonzalez, par le pédigré de Mercedes Martinez. Mais en tout cas, Mercedes Martinez, c'est un peu la chance de sa carrière, là, ce match contre Raquel Gonzalez. De la détermination des deux côtés. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon? Ouais, là, pour le coup, j'étais un poil moins hypé que pour les gars tout à l'heure. C'est la même chose, hein, ils se sont suffisamment défiés pour les semaines d'avant que pour du coup avoir juste une petite promo de transition pour, je crois que c'est la semaine prochaine d'ailleurs, leur match aux filles. Ouais. Effectivement, moi je pense que c'est la première étape du règne de Raquel Gonzalez. J'ai pas trop d'espoir dans Mercedes Martinez. Donc ouais, c'est la même chose en moins bien, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais, elles font ce qu'elles peuvent. Y a rien de déshonorant quand même dans leurs prestations. Mais c'est sûr que c'est moins hypant que ce qu'on a eu juste avant. On aurait peut-être dû faire l'inverse, mettre cette promo-là avant. Comme ça aurait été mieux. Il y a eu un segment aussi backstage avec Frankie Monet. Et alors, c'est une interview au départ de Katy Catanzaro. Et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Kaden James, non, Kaden Carter. Kaden Carter, voilà. Et voilà, elles veulent aller affronter les championnes et elles sont interrompues par Frankie Monet qui dit oui, bon, vous êtes pas mauvaises les filles, mais il y a encore du boulot, hein, il y a encore du chemin avant d'arriver au championnat. Et je me disais, il y a encore elle comme équipe, comme fille. Il y a du monde, hein, quand même dans le secteur féminin. Ah, elle, c'est vraiment la locard de chez locard, hein, parce qu'en plus elle faisait une promo pour Shaya Lee de mémoire à l'origine, hein, où je confonds. C'est qui Shayali? C'est le gang des Chinoises. Seul pas chez Ali Piet, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Xiali. Xiali, voilà, parce que je prononce différemment, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est tout. Ok. Elles veulent affronter les japonaises en fait. Je crois les Chinoises. Les chinoises, pardon. Je crois, non, ou alors je confonds peut-être. C'est peut-être pas dans ma tête. C'est possible. Qui rêvait ça. Et j'ai rien dans mon résumé là. Je me suis rappelé de la chose, mais enfin bref, en tout cas, Frankie Monet, elle fait 3 fois la taille des catcheuses impliquées. Hein. Ah ouais, sans la. Additionner les deux, en rajouter une, elle est énorme. Hein.
Déjà, les deux sont vraiment petites et effectivement, elle, par rapport à tout le roster féminin, elle est massive parce qu'en plus, elle est large d'épaule. Donc, t'as l'impression qu'elle pourrait toutes les casser, quoi. Ouais, bah, on aura sûrement la preuve incessamment sous peu, hein, parce qu'il faudra bien qu'elle catche à un moment donné quand même, Frankie Monet. Oui, ça serait bien. Hein, on vous rappelle que c'est Taya Valkyrie dans l'Indie, à Impact et tout ça. Elle est maintenant à NXT depuis un moment, puis elle se balade avec son petit chien. Son petit chien qu'elle a laissé gambader et qu'on retrouve dans le tank de Shotzi Blackheart. À un moment donné, parce que c'est l'heure du main event maintenant. Elles vont au ring. Et là, des fois, c'est compliqué d'être chroniqueur à catch-up. Et ce segment fait partie un peu des choses compliquées. Puisque, évidemment, le petit chien, il est mignon. Mais il a fait un gros popo dans le tank de Shotzi. Et les deux sont un peu dégoûtés. Et même plus gros que la taille du chien. Donc, C'est ça, apparemment. Ouais, il est capable de choses impressionnantes, ce petit toutou qui est tout mignon. Voilà, donc les filles sont sous le choc, un peu écœurées, mais bon, elles vont quand même aller au match. Mais attention. Attention quand même. Donc ce soir, c'est Street Fight. Les challengeuses Indy Hartwell, Candice LeRae, The Way. Et ça va y aller. Ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère dans le match. Ça va être très violent, très brutal, avec de gros spots. Il y a notamment y avoir. Alors Shotzi Blackheart, elle est un peu tarée. Elle va faire une espèce de swanton sur Candice LeRae qui était sur une table à l'extérieur du ring. Alors depuis le poteau, Shotzi, elle se jette comme ça, le dos en avant. Là, on dirait l'autre taré là de la All Elite Wrestling, Darby Allin là. Darby Allin, ouais. Alors, elle tombe lourdement sur Candice LeRae. Alors, le problème, c'est qu'elle vend pas très longtemps la chute, parce qu'elle aussi, elle se fait mal, mais elle remonte assez vite dans le ring pour aller faire un truc avec Ember Moon et qui affronte Indy Hartwell de son côté. Alors, on utilise des tables, des chaises, des échelles. Il va y avoir aussi, alors, Shotzi qui monte sur les espèces de grands poteaux là qui tiennent les lampes pour faire un gros splash sur, je crois, Candice LeRae, encore une fois. Il me semble qu'ils étaient répartis comme ça, une vieille avec une jeune. Ouais, c'est ça. Sur la table des commentateurs, la grosse chute. Alors, le seul souci, c'est qu'il y a l'arbitre qui vient demander tout de suite à Chosy si elle va bien. Et Chosy qui lui répond oui, c'est bon. Et ça, voilà, en face caméra, ils le font 2 fois ça dans l'émission. De voir les arbitres là qui leur demandent si ça va bien. Voilà, comme c'est des rookies, les mecs, ils disent oui, c'est bon. Voilà, soyez un peu plus discret ou du moins à la réalisation, filmez pas ces séquences-là, quoi. Et alors après, un peu plus tard, pour la fin du match, après que ce soit vraiment envoyé du lourd, il y a vraiment eu des gros spots dans le match. On a cette fois-ci, c'est Ember Moon qui est sur une table. Et c'est Indy Hartwell qui fait un springboard elbow depuis la 3e corde jusqu'à la table à l'extérieur du ring, la grosse descente du coude. Indy Hartwell qui sera la force de frappe pendant le match. C'est la plus balèze du lot. Physiquement parlant, les autres elles sont folles, surtout Shotzi Blackheart, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, grosse descente du coude. Et puis ensuite Candice LeRae qui va placer son finisher. Et à la surprise générale, c'est donc Candice LeRae et Indy Hartwell qui gagnent le match et qui remportent les ceintures. Après, effectivement, un match spectaculaire et violent, du moins à mon avis. Je sais pas si toi, ça t'a plu autant qu'à moi. Oui, c'était violent, long en plus, parce que avant tout à l'heure, tu disais c'est déjà le main event. Bah oui, parce qu'effectivement, le match est comme duré 15 minutes 34. Donc, pour un petit show de 2 heures, ça tape un peu quand même. Surtout NXT qui est bien chargé en segments. Là, ça l'a bien rempli, du coup, ce main event. Ouais, c'était bien spectaculaire. Effectivement, Shotzi Blackheart, je trouve qu'elle a plein de moments, tu sens qu'elle est en galère, elle se souvient plus où elle doit aller, t'as Ember Moon qui passe son temps à la guider. Donc après, elle a été, je pense, mise souvent avec Candice LeRae pour qu'elle puisse aussi la guider dans son truc. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était souvent perdue, Chosy, et qu'elle elle en fait beaucoup. Je sais que t'appuies souvent là-dessus.
mais elle en fait beaucoup, voire trop, et du coup, parfois elle se perd un peu dans ses histoires, et c'est pas forcément super rassurant la manière dont elle exécute les prises. Mm. Le finish, le finish, moi je suis un peu déçu que ce soit Candice LeRae qui fasse le finish, alors que merde, que Kindy Hartwell vient de se faire un super descente du coude à travers une table sur Ember Moon. Et t'as Candice LeRae qui vient récupérer le finish en faisant juste un petit espèce de stomp sur la tronche à Shotzi Blackheart pour prendre le titre. J'aurais trouvé ça plus simple que ce soit une Hartwell qui prenne la ceinture, vu que c'est quand même elle qui a fait le gros spot. Mais bon, c'est malheureusement, et c'est donc ça dont je voulais parler en parlant de Gargano tout à l'heure. C'est que j'ai quand même l'impression que les Gargano, que ce soit Larray ou Gargano, les deux, ils finissent toujours tout en haut, alors que moi, je suis plus impressionné par Hartwell et par Theory. J'aimerais vraiment mieux les voir eux au-dessus, donc j'espère qu'il va bientôt avoir une rupture de ce clan et que les jeunes vont prendre le dessus sur les vieux. Que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois, mais ils ont 10 ans d'écart en fait entre les deux, le couple et les deux jeunes. Donc il y a vraiment un passage de témoin à faire, et j'espère que ça va se faire, parce que franchement, moi, les deux jeunes m'intéressent bien plus que les deux expérimentés. Et puis voilà, donc en tout cas, sacré main event, changement de ceinture, c'est pile poil ce qu'il faut pour un main event. Une ceinture, un changement, du gros catch. Là pour le coup, c'est un bon choix. Ouais, une bonne addition quand même à NXT, cette ceinture tag team pour les filles. Hein. Du coup, ça donne des gros matchs, parce qu'elles sont quand même assez douées pour les matchs en tag, la plupart. Premier titre pour Candice LeRae. Ah. Voilà, parce qu'elle a beaucoup de fans, hein, Candice LeRae. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé Indy Hartwell très très impressionnante dans ce match. Alors, elle manque un peu d'expression faciale. On sent qu'elle est un peu concentrée quand elle enchaîne ses trucs. Mais elle a fait des gros spots et elle était impeccable. Elle était impeccable cette descente du coude là en springboard. Et surtout vu qu'elle est quand même très grande comparée au reste. C'est pas une high flyeuse et voilà, moi je l'aime bien, Indy Hartwell. Je vais parier sur elle sur l'avenir. J'ai hâte de la revoir en action. Bon, Ember Moon, Shotzi Blackheart, c'est toujours sympa. Comme tu dis, hein, effectivement, Shotzi, elle en fait beaucoup trop. Mais bon, du coup, ça nous donne un match très impressionnant. Ember Moon, c'était un peu la ring générale, hein, dans le match. Et ouais, comme tu le dis, effectivement, ce serait bien que dans la suite, que ce soit Gargano ou Candice LeRae, qu'elles n'essayent pas de s'accrocher au spotlight. Il faut laisser briller les jeunes. Effectivement, que ce soit l'un comme l'autre, on a envie de voir les jeunes un peu éclater au grand jour là. Moi, j'attends beaucoup de Austin Theory aussi de son côté, et je pense qu'il peut être très impressionnant face à sa carrière de Cross notamment. Il y a une carte à jouer. Ouais, on a hâte effectivement de voir le split et de voir les jeunes s'en sortir. Mais en tout cas, ils nous ont fait un beau main event ce soir, les filles. Bravo les filles. Satisfait. Voilà, bravo les filles, chapeau, encore une réussite. Décidément, NXT c'est vraiment le point fort, c'est la division féminine. Hein. Et puis là, à l'heure actuelle aussi la division cruiserweight, mais là n'est pas le point puisqu'on parlait du main event. Du beau boulot. Écoute, c'est l'heure du mot de la fin. Mais oui, déjà. On va pas dire diverser. Alors, il faut te donner un top, un flop et puis une note. Allons-y, Alonso. Alors attends, parce qu'il me semble, avant de donner mon top flop note, je vais d'abord donner celui de Tonton qui nous l'a laissé. Rester connecté. Voici l'avis de Tonton. Donc il a dit qu'ils s'en foutaient de Surf Scott contre Ruff, mais alors d'une force. Il est un peu blasé aussi. Il est un peu comme nous, il est un peu blasé encore de voir Finn Balor revenir encore et encore dans l'histoire. Par contre, lui, il est intéressé par Pittman contre Karrion Kross. Bon, comme quoi, les goûts et les couleurs. Voilà. Il est pas sûr d'aimer Kyle O'Reilly. Il a pas trop son nouveau personnage avec son chapeau et sa musique électro. Ça fait un peu forcé, Kyle O'Reilly. Il faut qu'il trouve son truc. Et sinon, il a bien aimé le main event avec du gros spot, et il a trouvé que les nanas étaient bien. Il est impressionné par Indy Hartwell parce qu'il misait pas trop dessus. Puis là, ça fait 2 fois de suite qu'elle le surprend, donc il est plutôt content.
Du coup, le flop, c'est le fait que The Way se rapproche de Scarlett et Karrion Kross. Là, il veut vraiment pas du tout voir cette rivalité. Et que Gargano, il en a plein les bottes de le voir. Comme quoi, je suis pas le seul. Le top, il le donne aux dames pour le main event. Et sa note, il va donner un 2,75. 2,75. Alright. Voilà. Et je vais être pas mal d'accord avec Tonton. Déjà, je donnais le même top. Je le donnais aux filles parce que voilà, c'est un main event de qualité qui m'a largement satisfait, qui m'a permis de finir le show sur une bonne note. Donc bravo aux filles. Moi, j'aime bien finir un show sur une bonne note. Ça fait partie de mes fétichismes. Le flop. Alors, je vais être généreux. Je ne vais pas le donner à l'opener, même si j'en avais rien à faire. Mais je vais le donner à un autre gars où j'ai rien à faire. C'est notre ami Cameron Grimes voilà, il m'ennuie ce garçon. Il est temps qu'il prenne son flop. Il est ennuyeux ce garçon, donc c'est pour ça. Ce sera pour sa gueule. Et du coup, ma note, je vais suivre Tonton en fait. Parce que comme là, tu en faisant la revue, il y a comme un gros début tout moisi là de show, et ça s'est amélioré sur la fin, donc ça relève un peu le goût. Et vraiment, le début était pas passionnant là. Ils ont un peu endormi. La deuxième heure est plus sympa, donc je donne un 2,75 puisque c'était moitié bon, moitié moins bon, mais comme le bon est à la fin, ça remonte au-dessus de la moyenne. Donc 2,75. 2,75. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y avait vraiment une première heure qui était pas bonne, pour dire ça poliment. Du coup, moi, je vais donner le flop. Je vais quand même le donner à Leon Wolf et Faut bien qu'il en prenne un quand même. Ouais, quand même, il n'y a pas de raison. Ça fait un moment qu'on dit que ça nous intéresse pas. Ça n'a pas changé cette semaine. Et je pense pas que ça changera même avec un clan dans les semaines à venir. À eux de me faire mentir. Le top, je vais évidemment le donner aux filles. Je vois pas qui on pourrait le donner d'autres. Elles ont fait un excellent boulot en main event. Et ouais, puis je vais me ranger à votre note, 2,75. C'était vraiment très très laborieux la première heure. Hein. Moi, j'étais à deux doigts d'arrêter le visionnage. Mais ça remonte sur tout ce qui est important. Finalement, tout ce qui tourne autour de la ceinture ultime avec Karrion Kross, les Legado del Fantasma qui ont fait une belle promo, et ça se goupille plutôt bien entre Raquel Gonzalez et Mercedes Martinez, et puis le main event était vraiment cool. Mais alors tout le début, tout le bas de la carte, c'est vraiment c'est imbuvable. Hein. Cameron Grimes, ça nous intéresse pas. Swerve Scott, machin, on l'a assez dit. Les Young Grizzly vétérans, ça m'intéresse pas non plus. Voilà, donc il y a encore un effort à faire du côté des NXT, mais c'est quand même judicieux de mettre la qualité en fin de show, hein, pour nous faire oublier le démarrage qui patine. Exactement. Donc voilà, un demi-bon show, un gros main event, c'est l'important. Voilà, on a fait le tour. Alors, on vous rappelle qu'on est disponible donc sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur @catchupcdc sur Twitter. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Sur YouTube, vous pouvez commenter. Vous pouvez notamment nous poser des questions pour l'anniversaire des 5 ans de Catch-Up. La foire aux questions. C'est toujours ouvert, hein, donc il vous suffit de glisser ça par exemple dans les commentaires YouTube ou donc par les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, ou sur Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord également. On est sur Discord, il y a l'invitation dans la présentation, dans la description. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Merci Ringside pour cette invitation pour un show de NXT exceptionnel et historique. Historique, c'est le mot. Hein, on n'aime pas trop utiliser ce qualificatif, mais là, il faut bien l'attribuer. Tout à fait. Et donc, abonnez-vous, mettez des likes, voilà, partagez aussi, hein, avec vos amis. Ça nous fera plaisir. Voilà. Hein, je pense ça leur fera plaisir à eux, à vos amis, du coup. Ah oui, alors là, ils vous remercieront. Hein, ça, c'est sûr. C'est certain. C'est garanti.
Voilà, on se retrouve bientôt. Il y aura une review de, ça je vous l'annonce. Allez, review de comment ça s'appelle, Bloods and Guts. Blood and Gut, le AEW spécial Dynamite. Voilà, Wargames façon All Elite Wrestling. Tonton est aux commandes et en invité spécial, Taola Taloche. Ils vont vous faire le point complet sur cet épisode très spécial de la All Elite Wrestling. C'est l'émission qui va donner le top départ, donc des nouvelles reviews de la All Elite Wrestling. C'est parti, Tonton prend les commandes. Et théoriquement, toutes les semaines, vous aurez votre review de Dynamite désormais. Décidément, on est bien gâtés. Et alors pour ça, il y a une augmentation du prix de catch-up ? Eh ben non, toujours pas, c'est gratos. Enfin, c'est 50% plus cher quand même. Ouais, c'est 50% plus cher. Ouais. Mais voilà. C'est le prix à payer. Voilà, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, dès que c'est sorti, vous savez que c'est là. Voilà, on a fait le tour. Encore merci Papy, encore merci à vous de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis pour le reste, il me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois et vous dire ciao, bye bye, à bientôt. Salut Ringside, salut à tous. T'as une idée de out show là? Moi j'en ai pas. Une idée de blague pour la fin? Outro. Outro. J'ai rien trouvé. Mince. Bon outro alors. Hop.